Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Euh, Après vraiment notre première partie en cours visioconférencing, il s'est avéré effectivement que, vu des problèmes techniques, des coupures d'électricité, des étudiants qui arrivent pas à avoir parfois des problèmes à gauche et à droite, ça fait partie, hein, ça fait partie des problèmes de l'enseignement à distance, d'accord? Mais pour combler ce vide, d'accord? Et pour que les étudiants puissent avoir ce sentiment d'équité, d'accord? Alors c'est un cours scénarisé qui sera publié sur ma chaîne YouTube, d'accord? Et qui va, je vais essayer vraiment de donner l'essentiel, d'accord? De ce que nous avons vu jusqu'à ce matin, jusqu'à aujourd'hui. Alors notre cours, ou le cours que j'assure pour les étudiants djiboutiens, d'accord, dans le cadre de ma mission qui va commencer, Inch'Allah, à partir de samedi, qui va durer une semaine. Et bien évidemment, il fera l'objet d'un CC, d'un contrôle continu. C'est pour cela, effectivement, j'aimerais bien donner le maximum possible, d'accord? Et je vais essayer vraiment de faire des vidéos que vous pouvez toujours les voir, d'accord? Pour préparer le contrôle continu que vous aurez avec moi, bien évidemment, ainsi pour le contrôle continu que vous aurez, Inch'Allah, à la fin de l'année. Alors, le module ou le demi-module ou ma mission en fait consiste à vous donner intitulé en fait la théorie des langages et introduction à la compilation ou à la compilation plus exactement. Alors, comme j'ai déjà dit pour mes étudiants, et d'ailleurs c'est un module que j'assure ici au Maroc, que je pose toujours la question, c'est quoi théorie? C'est quoi langage? D'accord? Alors tout de suite, et afin vraiment pour des raisons techniques et pour réduire le temps de cette vidéo, pour ne pas avoir une vidéo assez gigantesque, alors je vais essayer vraiment d'aller un tout petit peu plus vite. Alors lorsqu'on parle de théorie, automatiquement, in English, we can talk about formal language. Ça c'est l'équivalent, formal language and compilation. Lorsqu'on parle de théorie, directement, on va penser à mathématiques. Ça veut dire le cours peut être intitulé Mathématiques des langages, sous-bassement des langages. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours-là? On va voir comment le compilateur, et d'ailleurs ça vous le savez, un compilateur C, c'est pas un compilateur Java, c'est pas un compilateur Python, c'est pas un compilateur C++. Alors d'accord, on se demande par exemple comment le compilateur C arrive à décortiquer le langage C, arrive à interpréter, d'accord, ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on fait une boucle for, d'accord, il a un syntaxe bien déterminé, d'accord, au niveau de C. En revanche, c'est pas le même syntaxe au niveau de Java, c'est pas le même syntaxe au niveau de C++, c'est pas le même syntaxe que Fortran, d'accord. Alors on se pose la question, comment les compilateurs effectivement arrivent à trouver ou arrivent à comprendre quelles sont les fonctions qui sont prédéfinies, primo. Secondo, comment effectivement les compilateurs arrivent à traduire une instruction en informatique. D'accord? Peut-être je vais utiliser par exemple ce board magique. D'accord? Alors par exemple, prenons toujours le langage C, hein. C'est l'exemple que je donne toujours aux étudiants. Alors en commençant toujours par exemple par les includes, pardon, excusez-moi, en commençant par exemple par les includes, stdo, tout ça, bah, bref, l'autre include, après le voidman, oh, on oublie, enfin, imaginons qu'on écrit par exemple qu'une variable int, d'accord, int x tout simplement, alors on va faire x par exemple égale à 5 plus 4, point virgule. Alors on va faire un getch, comme ça le programme va attendre quelque chose, un touche clavier avant de sortir.
Alors prenons cet exemple. Par exemple, lorsqu'on fait avec C ce x égale à 5 plus 4, bien sûr au résultat, bien sûr on aura un print, hein. Je vous laisse deviner qu'il y aura un print ici, hein. D'accord, j'ai oublié de le signaler, mais il y aura un print, le résultat de points pourcentage d virgule x, point virgule. Alors lorsqu'on exécute ce programme, qu'est-ce qu'on aura au niveau de l'écran? On aura print, le résultat est 9. C'est ça la sortie. Output. Mais permettez-moi de s'arrêter un moment ici. Déjà, imaginons par exemple si on a oublié de faire le point virgule. Le compilateur va signaler qu'il y aura une erreur. Ça veut dire qu'il a une vérification syntaxique. Lorsque je parle de syntaxique, il y a une vérification structurelle, de la structure. Imaginons par exemple à la place de 4, j'ai fait 5 plus bonjour. Alors, le compilateur va signaler une erreur, comme quoi on ne peut pas rajouter une chaîne de caractères à un entier. Bref, tout ça pour vous dire que le compilateur aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux étapes d'analyse. Il a une analyse de la structure. Par exemple, si on a ouvert une parenthèse et on a oublié, par exemple, de la fermer, automatiquement, il va signaler qu'il y a une erreur, ou bien on ferme crochet. Pour vous dire effectivement qu'il a une correction de la syntaxe, d'accord, lexicale, de la structure, et aussi il y a une minimum d'intelligence de savoir que 5 plus 4 égale à 9. Il y a une autre analyse sémantique qui nous permet vraiment de traduire le résultat. Bref, mais une question qui se pose, et d'ailleurs c'est la question que je pose pour les étudiants souvent, je commence le cours à l'envers, comment le compilateur arrive à comprendre ces structures? Qu'il y a un opérand, un opérateur plus, une opération d'addition, qu'il y a un entier, qu'on peut le rajouter à un autre entier, et qu'on peut faire une expression mathématique. D'ailleurs, à partir de ce cours-là, c'est ça ce qu'on va voir. On va aller plonger dans les langages, savoir comment ils sont structurés, comment on peut les définir mathématiquement, et surtout vers la fin de ce cours-là, les étudiants seront amenés à développer eux-mêmes leur propre compilateur en comprenant la structure d'un compilateur. On va par exemple nous-mêmes essayer de faire un compilateur, d'accord, avec le langage Flex et Bison, d'accord, on appelle Bison en anglais pour les amateurs d'anglais, d'accord, mais à travers ce langage-là, on va définir un langage, on va définir des expressions, on va définir des grammaires à tel point qu'on fait un compilateur qui est capable de lire une chaîne. On va commencer à faire un mini-projet d'un match de tennis. Alors, il est capable de lire cette chaîne, il est capable de l'interpréter, il est capable de la faire parler. Et surtout, nous, les informaticiens, on travaille toujours avec le langage. On a le langage Muris, on a le langage UML, Unified Modeling Language, on a le langage de SQL, Structured Query Language, c'est le langage destiné pour les requêtes SQL, pour les requêtes et pour l'interrogation de la base de données. Mais le langage binaire aussi, d'accord? Mais on va essayer vraiment de poser cette question ridicule. C'est quoi un langage? Et c'est quoi la définition mathématique d'un langage? C'est ça effectivement l'objectif suprême de ce cours. Alors tout de suite, pour ne pas faire une vidéo trop longue, j'espère bien que je ne dépasse pas 1 heure, voire 40 minutes. Comme ça, je peux uploader la vidéo au niveau de YouTube. Alors, nous les informaticiens, ce qu'on va voir dans le plan de cours, on va voir la théorie de langage. On va voir en général c'est quoi la différence entre un compilateur et un interpréteur. Si vous remarquez, pendant mon explication, je donne des exemples des langages C, C++, mais j'ai oublié vraiment de donner l'exemple de HTML, de Python, de Java, d'accord? Et surtout le langage HTML. Le langage HTML, c'est un langage interprété. Alors, dans ce cours-là, on va essayer, bien sûr, de faire une grande différence et savoir un contraste entre le langage compilé et un langage interprété. Et on va voir quels sont les avantages des langages compilés,
ainsi que ses inconvénients. Et on voit aussi qu'il y a des langages interprétés. On va essayer de voir leurs avantages et leurs inconvénients. Et on peut créer et poser la question, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une possibilité, d'accord, une possibilité de prendre le bâton au milieu, d'accord, comme on dit en français. Ça veut dire, est-ce qu'on ne peut pas profiter des avantages des compilateurs ainsi que les avantages des interpréteurs? Et je vous donne tout de suite la réponse. Effectivement, on peut en profiter des désavantages, pardon, des deux avantages, d'accord, en parlant d'un langage qui s'appelle pseudocode. Et tout de suite, je dis que le langage Python et le langage Java, ce ne sont pas des langages ni complètement compilés, ni complètement interprétés. Ce sont des langages pseudocode. D'accord? Ils sont moitié compilés, moitié interprétés. Pourquoi? Pour en profiter des deux avantages des langages compilés et des langages interprétés. Quand je serai bien sûr le vôtre, Inch'Allah, on va essayer de faire beaucoup de TD, d'accord? Et bien sûr, vers la fin, Inch'Allah, on va nous-mêmes construire un autre compilateur, d'accord? Un compilateur qui est capable de lire une structure avec les deux logiciels, comme je viens de dire, Flex et Bison. Les informaticiens utilisent beaucoup de jargon, excusez-moi le mot, hein, mais le jargon informatique. Interpréteur, compilateur, compilation, compilateur, programme informatique, langage source, bytecode, euh, assembleur, erreur de compilation, erreur syntaxique, warning. Wait, informaticien. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On sait par exemple qu'un warning, il permet au programme de s'exécuter, même s'il a fait cette erreur. On dit c'est pas grave, c'est qu'un warning. Erreur syntaxique. Parfois, le compilateur ne crache sur la figure une erreur syntaxique. Parfois, il ne crache sur la figure une erreur de compilation. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi l'assembleur? C'est quoi un langage source? C'est quoi un langage cible? C'est quoi un programme informatique? Alors, ce sont les questions. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué avec les étudiants. D'ailleurs, je suis en train de divulguer des secrets, d'accord? Alors, lorsque je faisais le visioconférencing, on parle tout le temps d'un programme informatique. Mais c'est quoi un programme informatique? Il y a un monsieur qui m'a dit, une demoiselle qui m'a dit ensemble d'instructions. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais cela nous ramène à poser la question. C'est quoi une instruction en informatique? D'accord? Vous voyez que ce sont effectivement des mots qu'on les utilise. Et maintenant, dans ce cours-là, c'est le moment effectivement de peser les mots. D'accord? Peser les mots et les mesurer. On va essayer de décortiquer, essayer de démonter c'est quoi un langage afin de reconstruire un langage en suivant des actions. Car lorsqu'on connaît des règles, ça sera facile. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de la modélisation. Comme je dis déjà toujours pour mes étudiants au Maroc ou bien à Djibouti, pourquoi on a besoin de modéliser? On passe notre temps à faire des modèles informatiques, UML, modèle use case, modèle de séquence, modèle du diagramme de classe. Au niveau de Mérise, on parle de modèle conceptuel, on parle de modèle logique, on parle de modèle physique. On passe notre temps à modéliser. Aussi les mathématiciens, leur objet suprême, c'est modéliser un système. Même au niveau de la gestion de projet. Lorsqu'on veut faire un projet de construction d'une, je sais pas moi, construction de machine, construction d'une maison, il faut toujours un modèle, il faut toujours un diagramme, d'accord? Diagramme de Gantt, diagramme je sais pas moi, de SWOT, il y a plusieurs diagrammes. Mais bref, pourquoi on se dérange, nous les Marocains, à avoir toujours ces modèles? Et d'ailleurs, c'est le cas pour nous. Pourquoi nous, les informaticiens, on cherche effectivement à modéliser un langage? On modélise, je réponds tout de suite pour ne pas avoir des vidéos, vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour y réfléchir. On modélise toujours une réalité. On modélise toujours quelque chose qui est existant, car au niveau de modèle, on a plus de liberté. On cherche toujours à modéliser un système en fonction ou bien sous forme de matrice, car au niveau de la matrice, on sait très bien qu'il y a des actions
qu'on peut les faire. Il y a des équations, il y a diagonalisation, il y a valeur propre, il y a vecteur propre. Bref, au niveau de modèle, on le maîtrise parfaitement. Pourquoi, par exemple, on fait un modèle UML d'un système? Car on sait très bien qu'au niveau de modèle, on peut faire des actions. On a des actions qu'on peut faire. On a de gymnastique, on a des opérations. Par exemple, au niveau de globe terrestre, maintenant Google Earth, tout ça, il arrive à faire ce genre de le plus court chemin, à chercher les actions et tout ça, car on arrive à modéliser le globe terrestre sous forme d'un ellipsoïde. Elle n'est pas tout à fait, bien sûr, avec une marge d'erreur, ça c'est clair, mais quand même, au niveau de l'ellipsoïde, on a plusieurs actions qu'on peut faire. On a le médian, on a l'équation déjà mathématique d'un plan, on a l'équation mathématique d'une droite, d'accord? Bref, au niveau de modèles mathématiques, on sait très bien les sous-bassements qu'on peut faire. Il y a des gymnastiques qu'on peut faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans ce cours-là. On va essayer de décortiquer et essayer de faire une dislocation d'un langage, car si on arrive à le modéliser mathématiquement, on a plusieurs opérations qu'on peut faire là-dessus. D'accord? À savoir l'union, la soustraction, le complément, bref, ajouter à droite, supprimer à gauche. On a vraiment toujours quelque chose qu'on peut le maîtriser. En anglais, on l'appelle under control. D'accord? Lorsqu'on arrive à modéliser un problème, on le rend un under control. Ok? Sous contrôle. On peut le contrôler et on peut jongler avec. Et bien évidemment, on peut faire des actions à gauche et à droite. Alors, voilà, ça c'est vraiment ce que je veux dire. Alors la motivation de cours, je vais lire, hein, je vais lire après si j'ai, pardon, je commence à perdre ma langue. Si j'ai des idées, à ce moment-là, je vais l'expliquer. Alors, la motivation de cours, un compilateur est un logiciel. C'est un logiciel. Comme ça, on va définir un compilateur avec quelque chose. Un compilateur, c'est un logiciel. Nous, les informaticiens, et on a beaucoup de logiciels. On a un contraste, un pléthore de logiciels. Il y a des logiciels qu'on peut appeler pilote, d'accord? Et je vous laisse deviner c'est quoi un pilote. On dit par exemple pilote carte mère, pilote imprimante. Ce sont des logiciels particuliers qui nous permettent de reconnaître ou de communiquer avec une machine, tout simplement. D'accord? Ou bien pilote carte son. Il suffit d'installer le carte son, comme ça la machine sera capable de faire extraire le son. Un compilateur, c'est un logiciel. Mais c'est un logiciel qui a une tâche bien particulière. D'accord? Cette tâche, c'est la traduction. La traduction d'un programme écrit dans un langage de haut niveau. J'aimerais bien tout de suite dire une chose, que on considère le langage C comme un langage de haut niveau. Excusez-moi le mot, hein, d'accord? Et il est de haut niveau, car c'est pas assez quand même proche à la machine autant que l'assembleur. D'accord? Et bien sûr, les autres langages de haut niveau, savoir C++, Java et tout ça. Et parfois, on est toujours obligé de traduire un programme, d'accord, de haut niveau vers le haut niveau. D'accord? XML vers, par exemple, GML. Convertir Word vers PDF. Bref, un compilateur, c'est toujours un compilateur qui est capable de traduire quelque chose de quelque chose. Par exemple, Word vers Flex. D'accord? Ou Word, par exemple, vers LaTeX. On l'appelle LaTeX, mais ça s'écrit LaTeX. D'accord? Mais bref, ce sont tous des langages ou des logiciels qu'on les utilise pour traduire quelque chose, d'un langage écrit dans un langage vers un autre langage. Parfois, on est obligé, par exemple, de traduire un modèle UML vers Java. Et comme ça, chaque objet UML fera l'objet d'une classe. D'accord? Ou interface. Ou en fonction de la relation d'héritage ou de la relation d'agrégation, on peut imaginer le constructeur. D'accord? C'est pour cela qu'on parle de haut niveau vers un langage de haut niveau. Un exemple des langages, Pascal, C, C++, Fortran, COBOL, ainsi de suite. D'une manière générale, les langages sont des supports naturels.
Rien n'empêche de dire c'est quoi la ressemblance, par exemple, entre la langue française, espagnole, binaire. Pourquoi on utilise le langage? Ah, maintenant, on va essayer vraiment de calquer tout ce qu'on arrive à emmagasiner, ce qu'on arrive à valoriser, ce qu'on arrive à maîtriser au niveau du langage machine, on va essayer d'en profiter et le mettre et le calquer, le miroiter sur les langages artificiels dont on a besoin. Alors, d'une manière générale, les langages sont les supports naturels. Et d'ailleurs, lorsqu'on communique, on passe notre temps à communiquer. C'est pas, c'est pour échanger de l'information. C'est pour communiquer. Et d'ailleurs, un langage de programmation, c'est un langage qui permet à l'être humain de communiquer avec la machine et d'échanger de l'information avec la machine. Qu'est-ce qu'on demande à la machine? On demande à la machine de communiquer avec nous. Lorsqu'on fait une boucle, de répéter quelque chose, ce sont des consignes, ce sont des directives données par un programmeur pour une machine pour qu'il fasse une, une action bien déterminée. D'accord? Il permet aux hommes d'échanger de l'information et des idées, bien évidemment, et leur permet également de communiquer avec les machines. Au début, on communique avec la machine à travers des plaques, d'accord? Dans un premier temps, ça remonte aux années 60. On communique avec la machine avec des circuits intégrés. D'accord. Une plaquette à gauche, si vous maîtrisez le truc ici, ou si vous mettez un diode dans ce sens, vous le mettez dans ce sens, il y a des N. Je pense que vous avez vu ça dans l'architecture des ordinateurs. On a vu que on a une constellation de OR, on a une constellation de O. Constellation sous forme des diodes ou sous forme des circuits. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait l'être humain? Puisqu'il est en train toujours de se développer, il essaye toujours de se rapprocher, de s'éloigner de la couche physique de la machine, d'accord, en faisant un langage plus sophistiqué qui permet toujours de traduire tout ce qu'on peut faire. Mais l'ADN, il reste toujours la même. L'objectif reste toujours le même, communiquer avec la machine. Au début, on communique à travers des plaques, ou à travers des circuits intégrés. Qu'est-ce qu'il a créé, l'être humain? Il a créé un langage qui permet de traduire des commandes, d'accord, CMD, for, include, de traduire ces commandes-là que je peux les écrire d'une façon proche à l'être humain pour exécuter la ligne de commande. Et d'ailleurs, j'ai donné l'exemple en visioconférence à mes étudiants. Je leur disais, Bill Gates, au moment où il a créé son système d'exploitation Windows, Windows en anglais c'est fenêtre, il n'a rien fait de particulier. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piqué du travail de monsieur Steve Jobs, qui a développé un Macintosh. Et d'ailleurs, Macintosh, il revient à retomber sur ses pieds. Mais malheureusement pour Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la machine en ligne de commande. Et d'ailleurs, on l'utilise souvent. Prenons l'exemple, nous les informaticiens, pour savoir qu'une machine, est-ce que la machine existe sur le réseau, on peut utiliser la commande ping. Ping l'adresse IP de la machine. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait ping? Ping, il nous affiche le temps de réponse. D'accord. Le temps de réponse ou le temps écoulé, d'accord, après la transformation, ou après avoir transféré, pardon, après avoir transféré 4 paquets. Alors, si les 4 paquets pour être transférés de la machine A à la machine B ont mis un temps bien déterminé, par exemple 4 secondes, 4 millisecondes, on dit effectivement que la machine existe au niveau du réseau. Mais en revanche, c'est le temps écoulé pour envoyer ou pour transférer 4 paquets de la machine A à la machine B a mis un temps illimité ou infini, d'accord? À ce moment-là, on dit, d'accord, cette machine-là, elle ne figure pas au niveau de réseau. Il n'existe pas, d'accord?
Mais la question qui se pose, c'est quoi l'interface? Comment on peut utiliser ping au niveau d'interface? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça veut dire que même Monsieur Windows, Monsieur Bill Gates a fait le Windows, la fenêtre, d'accord? Mais il ne peut pas tout faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux fenêtres, de copier-coller. Alors en rajoutant la souris, à la souris, on peut cliquer bouton droit et faire copier ou coller. Mais en background, c'est tout de suite la commande copie ou bien CP au niveau de Linux. CP, le chemin source et le chemin destinataire, d'accord? Et on utilise toujours dir. Dir, au niveau de Linux, on utilise ls-al pour lister l'ensemble des fichiers. Pour créer un fichier, on utilise la commande mkdir, make directory, d'accord? On précise le nom de chemin. Bref, c'est juste pour vous dire qu'est-ce qu'il a fait Bill Gates. Il a rajouté une couche, d'accord, j'ose pas dire compilateur, mais il a rajouté une couche sous forme des fenêtres pour que ce genre de fenêtres se rapproche à l'être humain, mais au fond, on fait la même chose. Sur l'interface, on a fait copier, mais en background, on a fait copier, d'accord, on a fait une commande CP, d'accord, CP qui permet de faire la même action que celle de Windows. Et maintenant, on peut dire que Windows, il arrive à gagner du terrain vis-à-vis, surtout dans les années 98, Bill Gates était le plus riche personne du monde. Pourquoi? Car il arrive à créer quelque chose de plus proche à l'être humain, tout en profitant de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mais pour nous, les informaticiens, on sait très bien que la ligne de commande est plus sécurisée. D'accord? Ça, on l'oublie. D'accord? Lorsqu'on rajoute des fenêtres ou lorsqu'on rajoute des surfaces, ça veut dire qu'on a créé des ports. D'accord? On crée encore de vulnérabilité pour notre système. C'est pour cela qu'il est déconseillé, surtout pour les administrateurs de réseau, ils préfèrent toujours ne pas installer le mode surtout pour Ubuntu, d'accord? Les gens qui travaillent avec Linux. La première chose à donner il ne faut pas installer le GNOME. Il ne faut pas installer l'interface graphique. On travaille en ligne de commande et toutes les opérations que vous savez, on peut les mettre en ligne de commande. Tableau de routage, ajouter les utilisateurs, supprimer les utilisateurs, même s'ils disent que vous n'avez pas le droit, par exemple, ou vous n'avez pas la faculté de travailler avec l'interface graphique, vous pouvez l'installer pour faire ce que vous voulez et c'est conseillé de la supprimer de votre machine. Ce sont des exemples que j'aimerais bien les donner juste pour vous mettre, d'accord? Vous mettez dans le bain et vous donnez des exemples de contemporains, d'accord? Permettez-moi le mot, pour faire couler votre salive et pour créer une motivation de savoir que vraiment c'est un cours vachement important pour un informaticien. Ça, c'est en matière de motivation. En matière de comparaison, j'aimerais bien vous donner tout de suite une question. On parle souvent de langage. Langage naturel, c'est, pardon, français, espagnol, russe, ukraine, l'arabe, langage binaire, langage UML, langage SQL. Mais parfois, on ne parle pas de langage, on parle de code ASCII. Alors, c'est quoi la différence entre langage et code? Pourquoi on ne lui donne pas cette faculté de dire que c'est un langage? Parfois, au niveau du UML, il y a des gens qui parlent de méthode et n'en parlent pas de langage. Alors, code, langage, méthode, langage naturel, langage artificiel, bien sûr, lorsqu'on va parler de langage, ils ont quelque chose en commun. Alors, vous pouvez toujours arrêter la vidéo et savoir quels sont les points de ressemblance entre un langage naturel qu'on utilise tous les jours. Français. On parle de dialecte. Je ne parle pas de Somalie, je ne sais pas les dialectes parlés au niveau de Djibouti. La Faro, le Somalie, je ne sais pas moi, mais je parle du Maroc. Au Maroc,
On a un seul, voire deux langages ou deux ou trois langues officielles, mais on parle de l'arabe, français, mais on a une infinité de dialectes. Chaque région, j'ose pas dire, chaque région au Maroc a sa propre dialecte. Il y a le berbère Soussi, il y a le berbère Atlasi, d'accord. Il y a le Hassaniya, c'est au sud du Maroc. Bref, juste pour vous dire que c'est quoi la différence entre langage et dialecte. Première question, langage et dialecte. Ce sont des réponses que je vous demande, s'il vous plaît, de répondre au niveau de commentaires ou bien ça, je peux répondre sur Google Classroom ou ça. C'est quoi la différence entre langage déjà naturel et dialecte naturel? Primo, number one, number two. C'est quoi la différence entre langage naturel et langage artificiel? Et on parle de langage, ça veut dire qu'ils ont quelque chose en commun. C'est quoi le contraste? D'accord? Ça reste une question ouverte et je vous demande s'il vous plaît d'y répondre. Alors, le langage utilisé dans la vie de tous les jours entre êtres humains sont dits naturels. Bien évidemment, ce sont naturels car ce sont des langages qu'on les utilise souvent. Et bien évidemment, les langages, ils sont pas éternels. Maintenant, l'Organisation des Nations Unies, elle parle souvent des langages qui sont en cours de disparition, ou il y a des langages qui sont complètement disparus. Vous pouvez lire toujours sur YouTube les langages qui sont complètement disparus. Il y a plus que, oui, j'ose pas dire des bêtises, mais je pense 800 ou plus que 800 langages est en cours de disparition. Surtout le langage utilisé dans les rives de Turquie, l'hébreu, je pense aussi. C'est une langue qui était complètement disparue, mais elle arrive à la renaître. Bref, pour vous dire, le langage aussi, ce sont comme des êtres humains. D'accord? Ils peuvent vivre, ils peuvent avoir de la force, ils peuvent avoir de la faiblesse, et ils peuvent aussi disparaître. D'accord? Aussi, il y a vraiment ce que je veux dire, voilà. Il y a aussi, enfin, ça c'est un point que j'aimerais bien signaler, au niveau de l'anglais, par exemple. Prenons l'anglais. Oxford, l'université hyper connue mondialement, à chaque fois, il y a une version de Oxford qui est publiée. Au niveau de l'Amérique maintenant, à l'intérieur de chaque state, il y a presque un dictionnaire dialecte, d'accord, un dictionnaire dialecte qui, euh, qui, 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 euh, qui se publie, d'accord, qui le publie presque j'ose pas dire chaque 6 mois ou quelque chose comme ça. C'est comme les Marocains où lorsqu'on parle, euh, les- les- il y a des mots qui viennent de naître. J'ose pas donner des exemples en arabe, car je pense que vous connaissez pas l'arabe ou des dialectes. En dialecte, c'est pas en arabe classique. En classique, ça vous le savez, mais en arabe dialecte. Il y a des mots qui viennent de voir le jour. Les jeunes maintenant d'aujourd'hui, ils utilisent des mots que nos ancêtres n'utilisaient pas. Ou bien on change complètement l'explication. Alors c'est le même mot. Par exemple, les Français parlent de pote, meuf, tof. Qu'est-ce que ça veut dire tof? Mais ce sont des mots que les jeunes d'aujourd'hui, ou les jeunes, ils ont crié. Qu'est-ce qu'ils commencent? Ils commencent à inverser et créer des mots. Alors tof n'existe pas au niveau de français. C'est photo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inversé. Meuf, bof. Bof, ça veut dire n'importe quoi. Ça me va l'un ou l'autre. Mais les anciens, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais juste pour vous dire aussi que même les langages, ils ont des mots, d'accord, qui voient le jour et des mots. euh, Prenons par exemple nous l'arabe, hein. Prenons l'arabe de nos ancêtres, hein. Les poésies avant l'islam, qu'on appelle l'asr al-jahili, le mu'allaqat. On peut lire ça et on n'arrive pas à comprendre. Ça nous arrive parfois, nous les musulmans, parfois on lit le Saint-Coran, il y a des mots qu'on n'arrive pas à les comprendre. D'accord? Car ils ne sont plus utilisés. Et on doit toujours revenir vers les dictionnaires classiques, bien fignolés, pour savoir ce que veut dire ce mot. Alors que c'est un mot qui est appartenant au même langage. Bref, c'est juste pour vous donner effectivement que le langage, ce sont quelque chose de très vivant. D'accord? On peut toujours poser la question, comment un compilateur
C'est ça mon objectif. Comment un compilateur arrive effectivement à compiler quelque chose qu'on appelle infini. D'accord? C'est quelque chose d'infini. Les mots sont infinis dans le langage. Alors les langages créés par l'être humain pour communiquer avec les ordinateurs. Bref, je pose trop de questions. Mais pourquoi? Car j'adhère aux paroles philosophiques qui disent que la question est plus importante que la réponse. Je ne suis pas là pour vous donner des réponses, mais je suis là pour vous provoquer. D'accord? Vous provoquer, s'il vous plaît, à aller chercher. Moi, je ne suis pas fanatique, je ne détiens pas la vérité. D'accord? Mais vous, autant qu'étudiant, je suis là pour vous provoquer. Comme l'a dit Monsieur Einstein, l'étudiant, c'est pas un seau à remplir, mais c'est une bougie à allumer. D'accord? Si je suis là, c'est juste pour vous provoquer, pour aller chercher, pour aller poser des questions et pour aller toujours plus loin. Je ne suis pas là pour donner des réponses. Dépiter, terminer la vidéo, passer le contrôle et rentrer chez eux. Non. D'accord? Je suis là pour vous amener, s'il vous plaît, à réfléchir. Primo, secondo, il y a toujours, j'en suis sûr qu'il y a des étudiants qui vont continuer leurs études après les licences. C'est le moment, effectivement, vous serez tout le temps rencontré à des compilateurs. Vous devez eux-mêmes avoir cette cuisine interne d'un compilateur. Et comment un compilateur fonctionne, d'accord? Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu car j'ai déjà pris 35 minutes, d'accord? J'aime pas dépasser une heure. Mais vraiment, c'est une explication que j'aimerais bien la donner au début, comme ça, vers la fin, ça sera que des définitions. Alors, le langage créé par l'homme pour communiquer avec les ordinateurs sont des langages artificiels. Bien évidemment, ils doivent être formalisés et non ambigus. Contrairement au langage formel, au langage naturel, ce sont des langages ambigus. Pourquoi ambigus? Car la même phrase, la même structure peut avoir deux, voire trois explications. D'accord? Comme je donne toujours l'exemple en arabe. En arabe, on peut parler d'un sens proche ou un sens lointain. C'est la même phrase. Et je donne toujours l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était toujours en train de faire les hijra, d'accord, de Mecque à Médina. Il a rencontré des ennemis, il leur a dit d'où vient, il lui dit je viens de Ma, ça veut dire d'eau. Alors notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas là en train de dire n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a imaginé, il a parlé du sens lointain de mots. Ça veut dire il vient du lot, d'accord? Son papa et de sa maman, voilà, ça vous le connaissez. Mais les autres, les ennemis, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris le sens proche, d'accord? Ils ont imaginé il y a un village au niveau de l'Yémen, je suppose, qui s'appelle Ma, d'accord? Alors eux, ils comprennent Ma, alors que pardon, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de sens lointain. Bref, on peut parler aussi de pas mal de choses. Il y a toujours, pour chaque mot, hein, pour chaque mot, par chaque phrase, ça, on peut avoir deux, voire trois niveaux, trois dimensions. Première dimension, deuxième dimension et troisième dimension. Et ça, vraiment, qu'est-ce qu'il crée? Il crée des ambiguïtés. Et surtout, j'aimerais bien savoir quels sont les compilateurs de langage naturel là. Les compilateurs des langages naturels, bien sûr, c'est le cerveau humain, et surtout les automates de langage naturel, ce sont les linguistiques. Si vous rencontrez un professeur linguistique, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche toujours les ambiguïtés. Il cherche toujours les phrases qui sont comprises par une personne et ne sont pas comprises par l'autre personne. Qui cherchent toujours les. C'est comme les compilateurs au niveau de la machine, des informaticiens. Les informaticiens, ils cherchent toujours les compilateurs qui sont faits, qui sont compilés par Linux et ne sont pas compilés par Windows. D'accord? Alors, les compilateurs ou les vrais automates des langages naturels, ce sont les linguistiques. Et surtout avec leurs oreilles. Lorsqu'il entend un le à la place de la ou un une à la place de un, ça y est, il commence à rougir. Il commence à sortir des erreurs. D'accord, ça c'est juste pour rigoler. Alors, contrairement au langage formalisé, langage artificiel, ce ne sont pas des langages ambigus. Ce sont des langages qui doivent avoir la même interprétation. D'accord?
un langage, un programme qui est compilé par un compilateur C de la machine X doit avoir le même résultat qu'un compilateur, de même compilateur compilé dans un langage Y. D'accord, pardon, dans une machine Y. Ou bien évidemment, même abstraction faite de système d'exploitation. Et c'est ça vraiment qui nous amène à parler de la portabilité. On dit que parmi les avantages du langage Java, c'est la portabilité. Ça veut dire que le même langage écrit en Java exécuté sur Macintosh, ça sera le même programme exécuté sur Ubuntu, ça sera le même programme exécuté sur Fedora, ça sera le même programme exécuté sur Red Hat, et ça sera le même programme exécuté sur une machine Windows. D'accord? Ça, on l'appelle la portabilité d'un langage. Et c'est parmi les choses qui créent vraiment la puissance du langage. Contrairement à Visual Basic.NET ou C Sharp, ils ne sont pas des langages portables, d'accord? Ce sont des langages qui dépendent du système d'exploitation Microsoft, car automatiquement, ils sont développés avec Microsoft. Alors, non ambigu pour pouvoir être interprété par une machine. Car, comme je répète toujours, une machine, elle est méchante et elle est con aussi. Il ne peut pas réfléchir à notre place. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une répétition plus longue que nous. D'accord? Alors, au départ, un ordinateur ne comprend qu'un seul langage. Bien évidemment, ça, c'est depuis les années, on parle de langage binaire. On parle que la machine, il connaît que des zéros et des 1. Mais le langage binaire aussi, c'est un langage. On l'appelle langage binaire. Langage binaire qui s'écrit sous forme des zéros et des 1. D'accord? Et à travers ces zéros et ces 1, on peut écrire n'importe quel mot. D'accord? Par exemple, je donne toujours l'exemple 4, on peut l'écrire sous cette forme-là. D'accord? Ça, je l'écris au niveau de tableau pour vous parler de quoi je parle. Alors je dois arrêter peut-être ça. D'accord? Et vous donner aussi, j'ouvre une autre page. Par exemple, prenons le 4 en base décimale. C'est ça, on peut l'écrire sous forme de 1, 0, 0. 8 en format, par exemple, décimal, ça donne 1000. Ça, c'est en base 2. D'accord? En base binaire. Lorsqu'on parle 2, ça veut dire 2, on n'utilise que deux alphabets. 0 ou 1. Ça, on parle de base 10. Ça veut dire, bien évidemment, on va utiliser 10 alphabets. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, si on commence par 0, on aura 10. Alors la base 16, ça veut dire hexadécimal. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va prendre à la place de 0 et 9, on va rajouter A et B et C et D et F. Vous voyez, lorsqu'on écrit par exemple base 10, on parle souvent de base 10, on parle souvent de base 2 et base 16. Ça n'est rien que le nombre des symboles, le nombre des alphabets, qu'on les appelle alphabets, qu'on utilise pour parler de ce langage. Tout simplement. Base 2, ça veut dire on va utiliser que des 0 et des 1, comme la machine qui sera capable d'interpréter n'importe quel chiffre. D'accord? N'importe quel chiffre, on peut l'écrire en base de 2 caractères, ou bien 0 ou bien 1. Mais pourquoi on arrive à le faire? On arrive à trouver vraiment cette combinaison, excusez-moi le mot, d'accord, cette combinaison entre celui-là et celui-là, car on a défini une règle. On a défini une règle qu'on fait ici 2, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, d'accord? Et la règle que nous avons définie, ça veut dire que chaque chiffre, on va le remplacer par 1 fois 2 à la puissance 2, plus 0 plus 2 à la puissance 1, ici. Et plus 0 fois 2 à la puissance 0. Je vous laisse deviner c'est quoi 0 à la puissance 0, d'accord? Ça c'est 0 et ça c'est 1 fois 4. Ça fait 4. Bref, on arrive à écrire ça sous cette forme-là car on arrive à trouver des règles
Les règles, au niveau de langage naturel, c'est ça ce qu'on appelle la grammaire. C'est comme s'ils disent, par exemple, lorsqu'on parle au niveau d'anglais, on parle par exemple de ing form, I'm reading. Ils ont défini une règle, d'accord? Ou bien pour faire le passage entre le passive voice et l'active voice, ils ont défini une règle. On se met d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça, et on va prendre par exemple le verbe to be. Le verbe to be va prendre le même temps que le verbe en avant, et à dire Hutman reading, ou le read the newspaper. The newspaper is. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le temps de read, c'est present, simple present. Alors le verbe to be sera en simple present. Is reading. Tout simplement. Ou là, is read. D'accord? By Hutman. Bref, c'est juste, je ne suis pas là en train de donner de grammaire. D'ailleurs, je l'apprécie pas beaucoup. Même au niveau de français, hein, c'est la même chose. Alors, pour poser une question, il y a trois façons. Ou bien, écrivez la même phrase et écrivez en inversion du sujet. As-tu bien dormi? Ok. Alors que le langage français accepte l'inversion du sujet. En revanche, l'anglais n'accepte pas l'inversion du sujet. Il utilise un do. Do you read? Do you speak? Bref, vous voyez que même le langage, même la conjugaison au niveau de français, c'est pas la même conjugaison au niveau d'espagnol, mais on parle d'un langage lorsqu'on a des règles derrière. C'est à l'instar de langage binaire, à l'instar de hexadécimal, il y a toujours des règles, d'accord, qu'il faut les respecter. D'accord? Sinon, s'il n'y a pas ce genre de règles, on ne peut pas parler de langage. D'accord? Il sera complètement ambigu. Je reviens vers le diapo et je vais essayer d'accélérer. D'accord? Car je dois m'arrêter à 1 heure. Alors, d'accord. Alors, j'ai dit effectivement qu'au début, on parle de langage binaire, mais son langage machine. Pour communiquer avec des langages plus évolués, il est nécessaire d'utiliser un interprète. Bien évidemment, il n'y a que des 0 et 1. On ne peut pas, un être humain ne peut pas passer son temps à écrire des 0 et 1 pour écrire des mots, pour écrire des phrases. Il ne peut pas écrire une infinité de 0 et 1. Qu'est-ce que nous avons fait? On a créé des interprètes, des langages qui sont plus proches à l'être humain et qui peuvent faire la même chose que des 0 et 1. Une première phase d'analyse lexicale permet de composer les textes. Bien évidemment, ça c'est ce que je viens de dire au début. Il permet de composer le texte entier élémentaire appelé l'XM. En anglais, on l'appelle token. D'accord? On essaie déjà de différencier mot par mot. D'accord? Une deuxième phase d'analyse syntaxique permet de reconnaître des combinaisons de l'XM formant des entités syntaxiques. Revenons toujours à l'exemple de C que j'ai donné. If x égale à 5. La première compilation, il va vérifier est-ce que if il a des parenthèses. Après, il sait très bien que if a besoin de égal. Alors ça veut dire que l'expression qui se trouve à l'intérieur doit faire déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir if, il va choisir parenthèse. Après, il va voir est-ce que cette combinaison est juste. Par exemple, si on fait if x égale 5, ça c'est une affectation, il ne va pas l'accepter. Mais il demande if x égale. Alors il doit vérifier que l'expression qui se trouve à l'intérieur de if doit retourner un booléen. D'accord? Ça, c'est la deuxième phase, d'accord? Une troisième phase d'analyse sémantique permet de générer, après avoir vérifié que la structure est vraie, on peut par exemple jouer avec le compilateur et écrire for i égale à 0, i inférieur à n et plus point virgule. En matière de syntaxe, en matière de lexique, c'est vrai, c'est juste. Mais en matière de sémantique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens. Au niveau de la structure, elle est vraie, mais au niveau de l'interprétation, ça ne donne rien. C'est une boucle complètement infinie, complètement perdue, je veux dire. For i égale à 0, i inférieur à 10 000 et plus point virgule. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une boucle qui va boucler 1000 fois pour rien faire. D'accord? C'est comme si vous êtes en train d'ouvrir une porte déjà ouverte. Ça sert à rien. Mais ça reste syntaxiquement parlant
il ne va pas signaler une erreur. Il va la considérer juste. Mais sémantiquement parlant, il ne va rien faire. Il ne va pas donner grand-chose au niveau de la machine. C'est comme si vous faites un traitement, vous avez oublié de printer le résultat. C'est bon, c'est parfait. Lexiquement parlant, ça n'a pas d'erreur. Mais au niveau de sémantique, vous imprimez rien. Alors comment je peux avoir le résultat? D'accord? Est-ce que vous avez, voilà. Alors si vous n'arrivez pas à comprendre, on peut toujours répondre sous forme de commentaires. Alors une troisième phase d'analyse sémantique permet de générer les codes objets directement compréhensibles par la machine ou bien un code intermédiaire qui devra être de nouveau traduit dans un code machine. C'est l'exemple de Java. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par l'étape de la traduction. Après avoir traduit, c'est à ce moment-là qu'il passe directement faire le bytecode. D'accord? Il passe à l'étape de l'analyse. La même chose pour Python. D'accord? Il passe par l'étape de l'interprétation. D'accord? Après l'interprétation, on passe directement à la phase de compilation. Un exemple de langage C, c'est l'exemple que je vais donner tout à l'heure, d'accord? Une fonction, bien une variable CPT, une constante qui contient un 1, un i, une autre variable i 3,4. Alors qu'est-ce qu'il va faire la machine? Dans un premier temps, il va identifier les identificateurs, identifier les valeurs, les opérateurs, d'accord? Les valeurs et les affectations et tout ça. Au niveau de l'analyse syntaxique, il permet de reconnaître que cette combinaison de l'XM forme une instruction syntaxiquement correcte. Et enfin, l'analyse sémantique, vérifier le bon typage de variables CPT, d'accord, constante, et I, puis génère le code. Alors, la sémantique, il va voir est-ce que le I est déjà affecté, sinon il va cracher une erreur en disant que le I est utilisé before assigned, d'accord. Alors, tout ça nous ramène à poser une problématique. Les phases d'analyse lexicale et syntaxique constituent en effet un même problème à deux niveaux différents. Dans les deux cas, il s'agit de reconnaître une combinaison valide. Dans un premier temps, il doit chercher le mot-clé. Et pour dire que l'ordre est vachement important, si on écrit à la place de for rof, O-F-O-R, à la place de F-R-O, il ne va pas l'accepter. Ça veut dire qu'il n'accepte pas les mots, il n'accepte pas les lettres, il accepte même l'ordre. Il va dire que F-R-O, ce n'est pas un mot, c'est pas une fonction prédéfinie. Une combinaison de caractères formants. Et bien évidemment, si vous écrivez le for et vous n'écrivez pas à l'intérieur des parenthèses et des accolades, tout de suite, il va cracher une erreur. Mais la problématique est la suivante. La théorie des langages, comment le compilateur, c'est ça vraiment la question qui se pose. Comment le compilateur arrive à définir qu'un programme, une instruction est, excusez-moi, une instruction est valide syntaxiquement dans un premier temps et dans un deuxième temps, comment il arrive à vérifier la syntaxe. Autrement dit, comment le compilateur a compris les fonctions prédéfinies et comment, après avoir cette faculté de comprendre les mots-clés, comment il arrive à savoir que chaque mot-clé nécessite une structure. Pour if, on a besoin d'un boolean. Pour for, on a besoin d'une initialisation. Pour while, il a trois conditions. Une condition d'arrêt, une initialisation, une incrémentation. Comment effectivement le compilateur a trouvé ça, alors que le compilateur il est complètement bête? D'où la nécessité de théorie des langages, les opérations mathématiques ou la définition mathématique d'un langage. Voilà, c'est la théorie de langage qui va essayer de nous répondre à ça. Comment on peut définir un langage? Quelles sont les opérations qu'on peut faire sur des langages? Quelles sont les gymnastiques? Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire un compilateur. Il sait très bien c'est quoi un langage, c'est quoi un opérateur mathématique, c'est quoi une expression. Il comprend tout ça, tout en se basant sur cette théorie de langage. Alors, le premier chapitre, c'est la théorie de langage. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu, d'accord? Dans cette théorie de langage,
On va voir le deuxième section, c'est l'alphabet, langage et grammaire. Deuxième section, langage régulier, automate fini. Langage hors contexte et automate fini. Et automate à pile, excusez-moi. Je commence dans cette vidéo, je me contenterai de commencer par la section 1 et la section 2. Et la section 3 seront publiées ultérieurement, Inch'Allah, quand je serai le vôtre à Djibouti. Alphabet, mots, langage, grammaire, type de grammaire. C'est quoi un langage? Pour poser la question. Alphabet et mots. On a plusieurs langages. Des langages, en théorie de langage, l'ensemble des entités élémentaires est appelé alphabet. Prenons par exemple la langue grecque. Elle contient, je sais pas moi, 26 ou 27 ou 28, je sais pas moi. Il y a des alpha, des bêta, des zeta, des gamma, des theta, des lambda, des epsilon, des sigma. Alors, mais malheureusement ou heureusement, ces alphabets n'existent pas au niveau de Spanish. Par exemple, de langue Spanish, de official Spanish alphabet. A, B, mais au niveau de l'alphabet espagnol, ils ont une autre lettre ici qui s'appelle entitled. Ce entitled, il figure nulle part, ni au niveau du français, ni au niveau de l'anglais. Le français aussi, il a plusieurs E accents. Accent circonflexe, accent à gauche, accent à droite, accent grave, accent chapeau. Ça n'existe pas en anglais. Heureusement d'ailleurs. Au niveau de langage binaire, il n'y a que des 0 et 1. Mais la question qui se pose, c'est quoi le point en commun entre tous ces langages? Est-ce que vous remarquez une chose? Qu'avec le langage binaire, avec le langage hexadécimal, avec le langage grec, avec le langage spanish, avec le langage arabe, qu'on l'appelle le Razdad, car il a un symbole assez spécial qui ne figure nulle part. On ne trouve pas le mot dad, ni en anglais, ni en hébreu, ni rien du tout. C'est le seul langage du monde qui a ce alphabet s'appelle dad. Une chose en commun entre tous ces mots-là, ils ont des alphabets. Ils ont des alphabets. L'alphabet, ce sont des symboles. Le langage binaire, il a deux symboles, un 0 et un 1. Le langage hexadécimal a 16 symboles, 0, 1 jusqu'à 9, en ajoutant un A, un B, un D, un C, pardon, et un D, un E, un F. Ce sont des symboles. Le langage grec, il a des symboles, ça, lambda, theta. Langage russe, ils ont leurs propres symboles. Ça n'a rien à voir ni avec l'arabe, ni avec l'hébreu, ni avec rien du tout. Ce sont des symboles complètement pour nous illisibles. Mais c'est bon. Un point en commun que tous ces langages-là, ils ont des symboles sur lesquels ou bien avec lesquels on peut écrire ce langage. Mais ça nous permet vraiment de poser la question. C'est quoi un alphabet? On peut dire langage, c'est un ensemble d'alphabets. C'est bon. Alphabet, tout simplement, je vais pas m'arrêter là-dessus car je dois vraiment accélérer un tout petit peu pour ne pas avoir une vidéo assez longue. Ça commence déjà à toucher à 1 heure. D'accord. Un alphabet, tout simplement, c'est un symbole. Tout simplement. Ce qui nous intéresse, c'est un symbole. Et n'importe quel symbole a le même titre d'égalité que les autres symboles. Et ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est pas savoir le symbole, c'est savoir est-ce que le symbole A est différent du symbole B. À l'instar des mathématiques. On peut par exemple construire des plans ou des sphéroïdes à partir des plans, ou de l'espace vectoriel à travers des plans. C'est quoi un plan? On peut construire un plan à partir de droite. C'est quoi une droite? Droite, on peut dire c'est une droite, elle passe par deux points. C'est quoi un point en mathématiques? Un point, on peut dire que c'est l'élément basique de mathématiques. Et ce qui nous intéresse, c'est pas définir un point. Un point sur un repère défini, c'est un point qui a un X et un Y. Mais c'est pas une définition, ça. C'est juste une utilisation. Mais ce qui nous intéresse au niveau de mathématiques, c'est pas définir le point, mais c'est savoir est-ce que le point est identique à un autre point. Est-ce que le point est superposé à un autre point? C'est la même chose au niveau du symbole, au niveau de l'alphabet. Ce qui nous intéresse, c'est savoir est-ce que A est différent de B.
Est-ce que A minuscule est différent de A majuscule? D'accord? Est-ce que E accent est différent de A majuscule en matière de prononciation et en matière d'écriture? Bref, alors jusqu'à maintenant, on a commencé déjà à faire quelque chose. Déjà à trouver l'élément basique de l'alphabet ou de la langue. C'est un alphabet. C'est bon. On a maintenant défini un alphabet. Mais c'est quoi un mot alors? Puisqu'on a commencé à démonter le langage sous forme de phrases, des instructions, ensemble des mots. Un mot, on peut le diviser sous forme d'alphabet. Alphabet, ça, on s'arrête. On ne peut pas le diviser encore. Alors maintenant, puisque c'est l'élément basique, on va commencer à remonter. C'est quoi un mot en fonction d'alphabet? Alors, définition d'alphabet, déjà avant de passer à un mot. Un alphabet noté A est un ensemble fini, non vide. Ça, tout de suite, je vais dire que la chaîne vide excusez-moi, la chaîne vide qu'on la note avec deux côtés, c'est pas un symbole. D'accord? Contrairement à ce qu'on pense. La chaîne vide, d'accord, au niveau de C, ça, on va le définir tout de suite. C'est lorsqu'on va introduire la notion de longueur. Alors, un alphabet noté A est un ensemble fini, non vide de symboles. Exemple d'alphabet, point, point d'interrogation, d'accord, un espace, A, B, C, D jusqu'à Z. On peut avoir un langage if, symbole, then, else, id, nb, égal, plus, accolade. Ça, je m'arrête pour vous dire aussi que nous les informaticiens, on imagine qu'on est spécialiste dans le langage. Non. Même les gens qui travaillent sur l'ADN, ils disent que le langage ADN, ou bien l'ADN, d'accord? L'ADN qui permet à un être humain de donner naissance à un être humain, un chien donner naissance à un chien, une souris a donné une science à une souris. Il y a de l'information qui circule entre les générations, d'accord? À travers des spermatozoïdes ou à travers des ovules, je ne sais pas moi, à travers quoi, mais il y a toujours une information qui sera communiquée de la génération du papa ou de la maman, d'accord? Ou les deux, d'accord? Elle sera communiquée vers, vers la génération qui suit, et cette génération qui suit, elle est capable, et le cellule, d'accord? Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais juste j'explique, elle est, au niveau des chromosomes, il y a des informations qui passent. Et le cellule, il a un compilateur spécial qui permet de décortiquer les chromosomes et faire parler. Et jusqu'à maintenant, dans le monde, bien sûr, c'est interdit dans notre religion, d'accord? Mais on peut avoir des hommes sur commande, d'accord? Un enfant avec les yeux bruns, avec la tête rouge, avec les cheveux, je sais pas moi, marron. Bref, car on arrive effectivement à trouver le compilateur qui utilise le cellule pour interpréter tout ce qu'on voit. La couleur des yeux, la couleur du cheveu, la longueur, bref, et lorsqu'on arrive effectivement, au début c'était sorcière, on n'arrive pas à construire un compilateur. Maintenant, puisqu'on arrive effectivement à faire un compilateur qui peut faire ça, rien n'empêche de l'échanger. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec le langage maintenant. Et on va définir un compilateur qui sera capable de savoir la cuisine interne, car lorsqu'on va vraiment maîtriser la cuisine interne, rien n'empêche de faire notre empreinte, d'accord? Et rajouter nos modifications. Alors, les alphabets de l'ADN, c'est A, T, G, sous forme des acides, amines, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, hein, d'accord? Des adénines, voilà, bref, vous pouvez toujours entrer dans ce site-là, d'accord? Et vous trouvez que c'est un article écrit en anglais, intitulé Do you speak DNA? C'est comme s'il te pose la question, est-ce que tu parles français? Do you speak English? Mais au lieu de parler de English, il te dit Do you speak DNA? Ça veut dire on peut communiquer, on peut échanger de l'information, mais cette fois-ci à travers ADN et les alphabets seront des acides amines. D'accord? Maintenant, on a défini un alphabet. On a vu que l'ADN aussi, elle aussi, c'est un alphabet. Mais c'est quoi un mot?
Alors vite fait, je commence à accélérer car j'ai dépassé déjà l'heure. Un mot, c'est une agrégation. C'est un rassemblement. Ou je peux utiliser un mot qu'on utilise nous les informaticiens, c'est une concaténation des alphabets. Mais cette concaténation, comme j'ai déjà dit pour les étudiants au moment de la visioconférencing, le plus long mot en français c'est anticonstitutionnel. C'est un mot qui contient 26 lettres. Anticonstitutionnel, d'accord? C'est ce qu'ils disent les linguistiques d'ailleurs. Mais cela veut dire, en arabe aussi, on a le fi'al al-ruba'i, tadahraja, fi'al thulathi, dakhala. Mais on ne peut jamais avoir un fi'al khumasi. Bref, c'est juste pour vous dire que dans n'importe quel langage, on ne peut jamais concaténer à l'infini. Alors ça veut dire, je reformule la définition. Un mot est un rassemblement, est une agrégation finie des alphabets. D'accord? Ça, c'est vraiment la définition. On ne peut pas concaténer à l'infini, sinon on va tomber dans des mots qui ne sont pas compréhensibles par le langage. D'accord? Si on a fait par exemple inconstitutionnel, ça c'est un mot qu'on va pas le connaître au niveau, on ne peut le voir au niveau du dictionnaire. Tout simplement car c'est un mot qui sort de la langue française. C'est plus un mot compréhensible par la langue française. Alors, par exemple, le constitutionnel plus anti, ça donne l'inverse. Et ça, on va le voir en détail. Alors, un mot défini sur un alphabet A est une suite finie d'éléments de A. Exemple de mot sur l'alphabet A1, le mot, l'alphabet A que nous avons vu ici, on peut dire que deux points appartenant à son langage A1. D'accord? Le mot ici est l'appartenant. L'alphabet A2, le mot if appartenant aussi au même langage. C'est un mot sur l'alphabet A3, le mot ID égale à NB. Au niveau de langage binaire, le 1, 0, 0, 0, 0, 1, c'est un mot, c'est un chiffre binaire. D'accord? Le 0, 0, 0, 0, c'est un chiffre binaire. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, c'est un chiffre binaire. Pourquoi? Car il est composé que des chiffres. Alors en revanche, 0, 0, 0, 1 vide, 0, 0, 1, 2, c'est pas un mot reconnaissable par le binaire. Pourquoi? Car le binaire, il n'a pas un symbole qui est 2. Il n'y a que le symbole 0, 1, tout simplement. Alors, le mot étant défini sur un alphabet A est une suite finie. Il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, finie. D'accord? Alors, la terminologie lors de l'analyse lexicale d'un programme, l'alphabet est un ensemble des symboles du clavier. Tout simplement, au niveau de l'analyse lexicale d'un programme, ce sont l'ensemble des mots. Ici, ce sont les symboles écrits au niveau du clavier, y compris le C Celsius, le égal, le dollar, et tout ça, ce sont tous des mots, d'accord? Tandis que les mots sont les mots-clés, les identificateurs, les nombres, les opérateurs, et sont généralement appelés lexèmes, d'accord? Les alphabets au niveau de l'informatique, ce sont les alphabets qui ont un code ASCII. Et je pense que vous comprenez autant qu'informaticien c'est quoi un code ASCII. Le code ASCII par exemple de A c'est 99, le code ASCII de B c'est je sais pas moi 96. Mais ce sont les alphabets. Et les mots, ce sont les mots qu'on peut construire avec ces alphabets. Et on va voir pourquoi par exemple Word, il te propose des corrections. Parfois, on écrit, si on a oublié, par exemple, si on a gardé notre clavier AZERTY à la place de QWERTY, et on écrit, مثلا, je dis n'importe quoi, je dis Alain, à bientôt, si on a oublié d'écrire culon, tout de suite, Word va te proposer, ah, oh monsieur, est-ce que vous voulez dire bientôt à la place de culon, bientôt? Ah, car lui, Word aussi, il a cette faculté de savoir que le monsieur euh, culonto ou bien normal, colon normal, il va te proposer, est-ce que vous voulez dire anormal? Ou à la place de W, vous avez écrit Z. Tout de suite, il va dire non, peut-être que le monsieur a oublié d'écrire
de changer son clavier de l'anglais vers le français ou son clavier de l'AZERTY vers le QWERTY, il va tout de suite vous proposer une correction. Ou bien Google, c'est ce peu que vous écrivez un mot, Google te propose la correction. Do you mean? Il te propose la correction juste de mots. D'accord? Bref, ça nous permet de définir la projection d'un mot. Ça sera défini plus tard. D'accord? Alors ça, je le zappe. Lors de l'analyse lexicale d'un programme, les éléments de base de l'alphabet sont les mots clés, les identificateurs, les nombres. Bien évidemment, autrement dit, ce sont les lexèmes. D'une façon générale, lorsque les éléments de l'ensemble de base A sont des mots au sens linguistique, on emploie le terme de vocabulaire. D'accord? Ça, c'est en général, en matière de langage naturel, on parle de vocabulaire. Nous, par exemple, au début, on dit que pour apprendre le langage français, il faut voir le vocabulaire. Ça veut dire le vocabulaire, c'est savoir le nom des choses qui nous entourent en anglais. Valise, par exemple, à la place de haqiba en arabe, placard à la place de madraj en arabe. Bref, hein, le vocabulaire, c'est trouver des similaires. D'accord? Et bien évidemment, après avoir les alphabets. Par exemple, en arabe, on écrit alifun ba'un, mais en français, on écrit ABC. Alors la première chaîne des choses, c'est savoir déjà les alphabets. Et à travers les alphabets, on va savoir quels sont les mots qu'on peut construire avec ces alphabets-là pour avoir le vocabulaire. C'est pour savoir l'ensemble des mots qu'on peut construire avec ces alphabets appartenant au langage. D'accord? À bientôt, bonjour. C'est B concaténé à O concaténé à N. Alors pour désigner A et les termes de la phrase au chaîne, parfois on l'appelle string. D'accord? Au niveau de Java, pour les amateurs de Java, une chaîne, par exemple C, pour lui une chaîne c'est un tableau. C'est un tableau où chaque case contient un symbole, caractère. D'accord? Et le tableau, et chaque indice, on peut y accéder avec un indice. Le T de 0, il va nous donner B. Par exemple, si on écrit T égale à bonjour. Le T de 0, c'est B. Le T de 1, c'est O, ainsi de suite. À la place de mots, pour désigner une séquence finie des mots linguistiques. Bien évidemment. Une chose aussi, alors, je vais définir la longueur. Excusez-moi, pardon. Si je vous pose la question, cher informaticien, c'est quoi le mot vide qu'on le désigne en caractère comme ça? Alors je l'écris. Excusez-moi. On sait par exemple, hein, en mathématiques, hein, on le désigne ici en... C'est quoi le mot vide? Alors quelqu'un va me dire que le mot vide, c'est un espace. Alors si on écrit quand, par exemple, bonjour, et j'ai écrit un espace, et j'écris Djibouti, et je vous demande combien de lettres ici. Pardon. Alors, ça sera 1, ça sera 2, ça sera 3, ça sera 4, ça sera 5, ça sera 6, pardon, 7, 8. Et celui-là sera comptabilisé, 8. Alors, c'est pas un caractère vide, c'est un espace. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, si je demande, si j'écris ça par exemple comme CH1, et si j'écris par exemple STRLENCH1, j'aurai 16. Si j'écris par exemple au niveau de Python, ça c'est au niveau de C. Au niveau de Python, si j'écris par exemple LENCH1, ça va nous donner 16. Ça veut dire qu'il comptabilise l'espace. Alors l'espace, il est différent de la chaîne vide alors. C'est quoi la chaîne vide en informatique? Je vous vois. Si j'étais en visioconférence, je vais dire que je vous écoute. Alors tout de suite, on peut définir, on a vu effectivement qu'il y a un problème quelque part. D'où la nécessité d'introduire une chose qu'on appelle la longueur.
Alors j'arrive ici, len, strlen, ça c'est au niveau de Python, ça c'est au niveau de C, au niveau de Java. Alors comment introduire cette fonction-là? Cette fonction, c'est une fonction qui va retourner un integer, d'accord? Un integer, par exemple, longueur, et qui va prendre en paramètre un caractère, x. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle qui va boucler. Tant que est différent de /n, on va faire un L qui va faire plus, un L initié à 0. Alors je ne vais pas me tarder là-dessus. Alors, au niveau de l'information, au niveau du mathématique, on la note comme ça, valeur absolue de x. Par exemple, on peut dire que la longueur de bonjour égale à 6 ou égale à 5. C'est ça en mathématiques. C'est l'équivalent de len, l'équivalent de length. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner si on a défini cette question de longueur? On peut dire que le mot vide, c'est la chaîne qui a vraiment sa longueur égale à 0. C'est pas le vide, d'accord? C'est pas le vide proprement dit, mais qu'est-ce qu'on va gagner si on a défini la longueur? On va gagner quelque chose, on arrive à définir un mot qui a une longueur égale à 0. La longueur d'un mot U définie sur U alphabet A, noté valeur absolue U, est le nombre des symboles qui composent U. Par exemple, sur l'alphabet 1, la longueur de ça, c'est 3. La longueur de celui-là, c'est 2. La longueur de celui-là, c'est 4. C'est 1, 2, 3, 4. Alors, définition de mot vide. À ce moment-là, puisqu'on a défini la longueur, rien n'empêche de définir le mot vide. Le mot vide noté Y est défini sur tous les alphabets et le mot de longueur 0. Autrement dit, la longueur de la chaîne vide en mathématiques, c'est le 0. Bref, voyez qu'on a commencé vraiment à cataloguer, hein. On a commencé effectivement à gagner quelque chose. D'accord? On a commencé à gagner quelque chose, on a défini un alphabet, maintenant on a défini un mot, on a commencé à introduire quelque chose qui s'appelle la longueur, ça veut dire le nombre des alphabets qui contient un mot. Définition A+, à l'instar de A+, je ne vais pas me tarder là-dessus car je pense que c'est clair. On note A+, l'ensemble des mots de longueur supérieure ou égale à 1. Puisqu'on a défini maintenant la longueur, on a commencé à définir des ensembles. C'est comme N+. L'ensemble N, il contient des 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, jusqu'à l'infini, jusqu'à N. Mais N+, on élimine complètement le 0. Alors, lorsqu'on va parler d'un langage plus, si j'écris par exemple accolade 0, 1 plus, ça veut dire l'ensemble des mots binaires que je peux construire avec le 0 et 1, tout en éliminant le mot vide 0, 0, 0. D'accord? C'est Z+. Z+, le Z, l'ensemble Z contient 0, 1, 2 et contient des moins. Lorsqu'on fait Z+, ça veut dire qu'on va se contenter que de la partie positive. On élimine complètement le 0. Voilà. Alors, définition de A étoile, N étoile, ça vous le connaissez, d'accord? Le A étoile, c'est on note A étoile, l'ensemble des mots que l'on peut construire à partir de A, y compris le mot vide. Lorsqu'on écrit A étoile, ça veut dire qu'il contient le mot vide. Mathématiquement parlant, on peut dire que A étoile est équivalent à le mot vide, l'ensemble de mots vides, union A+. Et vous voyez maintenant que même les mathématiciens, ils nous a fait comprendre ça. N+, c'est l'union de 0, d'accord? L'ensemble 0, union A+. C'est clair, c'est pas sorcière, c'est juste des définitions et je pense que je continue la série de définitions. Alors la concaténation. La concaténation, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore touché une spécificité de langage. Depuis le début, on parle des unions, on parle de A+, on parle de N-, si on parle d'union, on va parler de l'intersection. Mais ce sont tous des opérateurs ou des opérations mathématiques. On est en train de faire la théorie des ensembles et non pas la théorie de langage. Alors, pour dire qu'on est en train de parler de la théorie des langages et non pas la théorie des ensembles, on va rajouter une opération spécialisée, spécifique, spécialisée
A, théorie des langages, c'est la concaténation. Contrairement à la théorie des ensembles, on ne peut jamais avoir en mathématiques un ensemble A, d'accord, concaténé à notre ensemble, d'accord, à l'ensemble B. Mais au niveau de langage, ça on peut le voir. On peut avoir le mot A concaténé au mot V, d'accord. Bonjour, bonjour Djibouti ou bonjour adorable Djibouti. On peut concaténer le bonjour, le concaténer à adorable. On peut concaténer l'ensemble à Djibouti. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura encore un mot, une phrase, si vous voulez, d'accord, une instruction, ce que vous voulez, une chaîne de caractères. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais on aura une chaîne complètement assez longue, d'accord. Et on va voir effectivement la spécificité de cette action-là. Soit deux mots U et V, définis sur un alphabet A. La concaténation du U avec V, noté U.V ou simplement UV, si il n'y a pas d'ambiguïté et le mot formé en faisant suivre les symboles de U par les symboles de V. C'est simple. Le mot U concaténé au mot V, c'est tout simplement les symboles composant le mot U concaténés, d'accord, ou bien rajoutés, d'accord, à la fin. C'est comme il y a une fonction qui s'appelle append, ou bien lorsqu'on fait le for I égale à M, d'accord, on commence par la fin, d'accord, et on rajoute les mauvais. Ça, je pose une question. Si on veut définir cette opération de concaténation en matière de longueur, alors, un mot U concaténé à un mot V égale à un mot W. La longueur de mot W sera quoi? Sa longueur en fonction de la longueur de U et V. Je reviens vers ma table magique, j'explique ça. Alors, excusez-moi, je sors d'ici. Prenons notre feuille. Alors, on écrit par exemple, imaginons qu'on a un mot qui s'appelle U. Bonjour. Excusez-moi. C'est bonjour. L'autre mot, V. On peut avoir un mot W qu'on peut l'appeler égal à U concaténé à V égale à UV. C'est tout simplement l'ensemble des symboles. C'est comme si on a un tableau ici au niveau de C. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la table bonjour. On va s'arrêter à la fin. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? Sans espace, sans rien de tout, on va le rajouter Djibouti. Mais une question qui se pose, c'est quoi la longueur de W, pardon, en fonction de la longueur de U et de V? Tout simplement, la longueur de W égale à la longueur de U plus la longueur de V. Et c'est ça vraiment ce qu'on va gagner. Alors, on a défini déjà la concaténation. Ça veut dire l'ensemble des symboles de Djibouti. On va les mettre ici, toujours en gardant le même ordre. Sans espace, sans rien du tout. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va gagner encore? Alors, la concaténation, c'est le rajout des symboles. On va voir un programme. Si on veut faire un programme ici, alors on va faire une boucle, qui se termine par ça. Et on trouve N ici. Et qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par N. De N, excusez-moi, je vais commencer de N plus la longueur de M. C'est la longueur de celle-là. Si on considère que c'est la longueur, c'est N. La longueur de U égale à N et la longueur de V égale à M. Alors on aura une boucle qui va boucler de N jusqu'à M. C'est ce qu'on va faire ici. De N, N plus M. D'accord? Voilà, on a commencé déjà à récolter quelque chose. Hein. Je reviens et j'essaie un tout petit peu d'accélérer. D'accord?
Alors, U et V, et je vous laisse deviner que bonjour concaténé à Djibouti, c'est pas la même chose que Djibouti concaténé à bonjour, hein. Ça, je vous laisse deviner, j'imagine que vous le connaissez déjà. C'est pas la peine de vous. Ça veut dire que la concaténation n'est pas permutative, elle est associative. Ça, on va voir en détail, hein. Alors, mais cela nous permet aussi d'introduire une autre notion. Est-ce qu'un mot, on peut le concaténer à lui-même? Bonjour, 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 bonjour. Bien évidemment, rien n'empêche. Ça veut dire qu'on peut noter un U à la puissance n. Le mot U concaténé n fois à lui-même. Pourquoi on fait cette notation-là? Car on aimerait bien en profiter de la puissance de notation ou de la puissance. Pourquoi? Car si on dit bonjour concaténé 10 fois, est équivalent à dire que ce bonjour concaténé 9 fois plus un autre bonjour. Ça veut dire qu'on peut profiter de la puissance de mathématiques. Alors je reviens ici. Si on prend un mot ici, alors j'écris ça en bleu, ce sera plus simple. Alors si j'écris ça en bleu, un mot U égale bonjour. Alors je peux écrire U concaténé à U égale à bonjour. Bonjour. Par définition, on peut avoir un U concaténé à U concaténé à U. On peut avoir ces bonjours. On peut avoir U concaténé à L n fois. Ça veut dire bonjour, tout, bonjour. Ça veut dire n fois, ça veut dire, ça je peux l'écrire, c'est n fois, ça veut dire c'est U concaténé. On peut la noter, pardon, excusez-moi, je reviens ici. N concaténé n fois, pour faire simple, je peux dire que c'est équivalent à U à la puissance n. U à la puissance n, c'est n concaténé à la fois. Et pourquoi je me permets d'écrire U à la puissance n? Car je trouve qu'il respecte la même règle que les mathématiciens concaténés à U. Alors, U concaténé n fois, c'est U concaténé n fois, plus concaténé une seule fois un U. C'est par exemple, on prend ici, c'est bonjour concaténé deux fois, concaténé encore une troisième fois à elle-même. Ça veut dire c'est U à la puissance 2 concaténé à U. Ça veut dire j'ai gagné quelque chose et ça, je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner c'est quoi un mot concaténé 0 fois à lui-même. C'est par exemple 2 à la puissance 0 égale à 1. Alors U à la puissance, c'est le mot vide en mathématiques, on la note comme ça, d'accord? Ça, je pense qu'on va voir ça, une démonstration de ça, lorsque je serai le vôtre. Bref, voyez qu'on a commencé effectivement à gagner quelque chose et on a commencé vraiment à profiter de la puissance des mathématiques, mais cette fois-ci en matière de langage. On a trouvé un mot vide, on a trouvé une longueur, on a commencé à faire même des opérations de puissance équivalent à power, d'accord? On a même défini quelque chose de puissance et on a commencé vraiment à gagner. Et même on a trouvé un élément neutre. U à la puissance 0, ça veut dire U concaténé à lui-même ou multiplié, euh, concaténé à lui-même 0 fois, ça veut dire il va automatiquement tomber sur l'élément neutre. C'est à l'instar, au même titre d'égalité que 2 à la puissance 0, ou 5 à la puissance 0, ou 6 à la puissance 0, égale à automatiquement 1. Ça veut dire qu'on a gagné qu'il y a toujours un élément neutre, qu'on peut toujours en profiter. Je pense que j'ai déjà arrivé à 1h30. Est-ce que je dois m'arrêter comme ça? Alors, exemple sur l'alphabet A2. Alors, si U égale à A, B, B et V égale à C, C, alors U concaténé à V, on aura quelque chose comme ça. A, B, B et C, C. U à la puissance 3, ça veut dire c'est A, B, 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 concaténé à A, B, 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 concaténé une troisième fois à A, B, B.
Propriété, je pense que la propriété de concaténation est associative. Pourquoi je dis directement associative? Car le mot U, pardon, U concaténé à V concaténé à W égale à un mot U concaténé à V concaténé à W. Ça, je peux l'expliquer. Bonjour, adorable Djibouti. Si je concatène déjà bonjour à adorable, j'aurai bonjour adorable et je la concatène encore à Djibouti. Ou bien, je concatène adorable Djibouti et je laisse bonjour à côté. Égal à bonjour concaténé à adorable concaténé à Djibouti. Elle est non commutative. Pourquoi? Car U concaténé à V est différent complètement à V concaténé à U. Elle est associative, mais elle est non commutative. La concaténation est une loi de composition interne de A et l'ensemble vide est son élément neutre. Vous voyez, on a commencé effectivement à trouver des mathématiques derrière le langage, d'accord? Et on va voir par la suite mon 8, d'accord? Je vais vous expliquer ça après quand je serai le vôtre, Inch'Allah. Elle est associative, bien évidemment, mais elle est non commutative. Elle a un élément neutre qui s'appelle l'élément vide ou la chaîne vide. Un exercice, ça, je pense que je m'arrête ici, d'accord? Je vous remercie sincèrement pour votre... car je commence à me fatiguer, il est déjà 1h30. Sinon, ce sera un cours que vous n'arrivez pas à le suivre. D'accord? Alors, je m'arrête ici et je vous demande, s'il vous plaît, de still tuned. I will prepare a new video for you. Thank you so much for to be here. Thank you for having me and have a nice day.